Le jour où mes sœurs ont débarqué chez le notaire en m'accusant d'avoir volé l'héritage de notre mère, elles ignoraient une chose, l'héritage avait déjà servi à payer leurs mensonges. Je m'appelle Baptiste, j'ai 30 ans, et je vis à Rennes dans un 2 pièces au 3e étage sans ascenseur, juste au-dessus d'une boulangerie qui commence à cuire ses viennoiseries à 5 heures du matin. Je travaille comme technicien informatique pour une clinique privée, avec des horaires qui changent tout le temps, et depuis 2 ans je passe presque toutes mes fins de journée chez ma mère, Monique. Elle habite encore dans son petit pavillon à Champy, avec ses rosiers mal taillés, son vieux chat qui déteste tout le monde sauf elle, et une cuisine où rien n'a bougé depuis mon lycée. Mes 2 sœurs, Claire et Élodie, ont toujours eu de bonnes raisons de ne pas être là. Moi, j'ai fini par devenir celui qu'on appelle quand la chaudière lâche, quand le médecin change un traitement, ou quand maman oublie si elle a déjà pris ses médicaments. Après son petit AVC, maman n'était pas devenue une autre personne. C'est ça qui rendait les choses compliquées. Elle riait encore de mes chemises froissées, râlait quand je rangeais mal les casseroles, reconnaissait la voix de la pharmacienne au téléphone. Mais il y avait des trous. Des moments où elle restait devant le micro-ondes sans savoir pourquoi elle l'avait ouvert. Des matins où elle prenait 2 fois le même comprimé si je n'avais pas rempli le pilulier hebdomadaire, posé près de la cafetière comme une sentinelle en plastique. Je passais après le travail, souvent vers 18h30. Je prenais le bus depuis Rennes ou ma vieille Clio quand j'avais trop de sacs de course. Je faisais un tour au Super U, j'achetais de la soupe, des yaourts nature, du jambon, les croquettes du chat, puis je déposais tout sur la table de la cuisine. Maman me disait toujours: « Tu en fais trop, Baptiste. » Et moi je répondais: « Je pose juste 2 sacs dans un frigo, maman. Ce n'est pas l'ascension du Mont Blanc. » On souriait, mais on savait tous les deux que ce n'était pas juste 2 sacs. Il y avait les rendez-vous chez le médecin traitant à caler entre mes astreintes, les renouvellements d'ordonnances, les appels de la pharmacie parce qu'un médicament manquait, les papiers de l'APA que je ne comprenais pas toujours, les passages de l'aide à domicile qui changeaient sans prévenir. Il y avait aussi le jardin. Le samedi matin, je taillais les rosiers n'importe comment pendant que maman me regardait depuis la porte-fenêtre avec son gilet bleu sur les épaules. Claire et Élodie étaient informées de tout. J'avais créé un groupe WhatsApp qui s'appelait simplement maman. Au début, j'écrivais des messages détaillés. Le médecin a augmenté légèrement le traitement. Rien d'inquiétant, mais il faut surveiller la tension. Je vous envoie la photo de l'ordonnance. Claire mettait parfois un pouce bleu. Élodie répondait 3 heures plus tard. Merci pour l'info. Je suis débordée cette semaine. Puis les messages étaient devenus plus courts. Les miens aussi. Pharmacie OK. Chaudière relancée. Dossier APA envoyé. Claire vivait à Nantes, où elle dirigeait une petite agence immobilière qui avait connu de meilleurs jours. Elle parlait toujours vite, comme si elle sortait d'une réunion importante. Élodie habitait à Vannes avec son compagnon et ses 2 enfants. Elle disait souvent qu'elle n'avait jamais eu la même place que nous dans la famille, surtout quand il fallait expliquer pourquoi elle ne pouvait pas venir. Je ne les détestais pas. Pas au début. Je m'étais même habitué à leurs absences, comme on s'habitue à une porte qui grince, ça agace, puis ça fait partie de la maison. La maison de Saint-Malo, elle, faisait partie de nos conversations depuis l'enfance. Ce n'était pas une villa. C'était une petite maison de bord de mer, coincée dans une rue calme pas très loin du sillon, avec des volets qui gonflaient dès qu'il pleuvait et une odeur de sel dans le couloir. Mes parents l'avaient achetée il y a longtemps, quand mon père travaillait encore à la SNCF et que maman faisait des ménages dans un cabinet médical. On y passait quelques semaines l'été, à manger des galettes trop beurrées et à rentrer avec du sable partout dans la voiture. Depuis la mort de mon père, maman y allait de moins en moins. L'entretien coûtait cher, les charges tombaient toujours au mauvais moment, et elle n'avait plus l'énergie de prendre le TER jusqu'à Saint-Malo avec une valise et son sac de médicaments. Pourtant, personne n'osait parler franchement de la vendre. C'était le genre de sujet qui transforme un repas de famille en réunion de copropriété sous tension. Un soir de novembre, je suis arrivé chez maman avec une baguette, 2 parts de quiche et un courrier de la mairie que j'avais récupéré dans sa boîte. Elle était assise à la table de la cuisine, un torchon serré dans les mains. « Baptiste, j'ai pris rendez-vous chez Maître Lemoine. » J'ai posé la baguette sur le buffet. « Le notaire ? Pourquoi ? » Elle a regardé la fenêtre, pas moi. « Pour mettre de l'ordre. Avant que ça devienne trop compliqué. » J'ai pensé à une procuration,
à un mandat de protection future, peut-être à la succession. Des mots que j'avais vus passer dans des brochures, sans jamais savoir lesquels s'appliquaient vraiment à nous. Tu veux que je t'accompagne? Oui. Mais pas tout de suite. Il faut que je parle d'abord avec lui. Sa voix était calme, mais ses doigts tordaient le torchon comme si elle voulait l'essorer alors qu'il était sec. J'ai senti qu'il y avait autre chose. C'est à propos de Saint-Malo? Elle a fermé les yeux une seconde. Entre autres. Le lendemain, Claire m'a appelé. Pas un message. Un appel. Ça faisait presque 3 mois qu'elle ne m'avait pas appelé directement. Maman m'a dit qu'elle voyait le notaire. Tu étais au courant. Elle m'en a parlé hier. Et tu ne nous as pas prévenus? J'ai regardé l'écran de mon ordinateur, dans le local informatique de la clinique, avec un câble réseau dans la main. Je l'ai su hier soir, Claire. Elle a soufflé. Il va falloir qu'on soit très vigilant. Maman est fragile. Elle peut signer n'importe quoi si quelqu'un lui présente les choses d'une certaine manière. Le quelqu'un était resté suspendu entre nous. Tu parles de moi. Je parle de responsabilité. Ne le prends pas comme ça. Quand quelqu'un vous dit de ne pas le prendre comme ça, c'est généralement qu'il sait très bien comment il faut le prendre. 2 jours plus tard, Elodie a débarqué dans le groupe WhatsApp. On devrait tous avoir accès au papier de Saint-Malo. Transparence minimum. Claire a ajouté. D'accord avec Elodie. Il faut protéger maman et équilibrer les décisions. J'ai tapé une réponse, puis je l'ai effacée. J'ai fini par écrire. Voyez directement avec maman. Ce sont ses papiers. Elodie a répondu presque aussitôt. Pratique. Le dimanche suivant, elles sont venues toutes les deux à Champy. Claire avait apporté des viennoiseries d'une bonne boulangerie nantaise, comme une preuve de bonne volonté. Elodie avait un bouquet de fleurs de supermarché et son téléphone déjà à la main. Maman avait mis une nappe propre et sorti les assiettes avec le liseré bleu, celles qu'elle gardait pour les repas corrects. J'étais arrivé plus tôt pour préparer un poulet rôti, une salade en sachet et une tarte aux pommes. Je voulais que ça se passe bien. Vraiment. Je ne demandais pas des excuses, ni même de l'aide régulière. Juste un repas sans sous-entendu. Ça a tenu 20 minutes. Claire a commencé avec sa voix douce de rendez-vous professionnel. Maman, tu sais, personne ne veut te brusquer. Mais avec ton état de santé, il faut éviter les décisions isolées. Maman a piqué un morceau de poulet sans le manger. Je ne suis pas isolé. Elodie a regardé vers moi. Non, c'est sûr, Baptiste est toujours là. Vraiment toujours. J'ai reposé mon verre. Tu veux dire quoi? Rien. Je constate. Claire a pris le relais, plus proprement. Tu sais, Baptiste, parfois les gens fragiles ne se rendent pas compte qu'on les influence. Ce n'est pas forcément volontaire. Mais quand une seule personne gère les courses, les papiers, les rendez-vous, les clés, ça crée une dépendance. J'ai regardé maman. Ses mains tremblaient légèrement. Elle ne disait rien. Donc je devrais faire quoi? Laisser la chaudière en panne pour ne pas créer de dépendance? Claire a pincé les lèvres. Ne caricature pas. On parle de patrimoine familial. Le mot était sorti. Pas santé. Pas sécurité. Patrimoine. Elodie a ajouté. La maison de Saint-Malo, papa l'aurait voulu pour nous 3. Pas pour celui qui habite le plus près et qui se rend indispensable. Maman a murmuré. Elodie, arrête. Mais Elodie n'a pas arrêté. Non, maman. Il faut dire les choses. On ne sait même pas ce que Baptiste te fait signer. J'ai senti la colère monter, une colère sèche, presque froide. Mais je n'ai pas crié. Peut-être parce que je voyais maman se ratatiner sur sa chaise. Peut-être parce qu'au fond, une partie de moi avait toujours su que si je répondais trop fort, elles utiliseraient ma colère comme une preuve. Je n'ai jamais fait signer quoi que ce soit à maman. Claire m'a regardé comme si j'étais un dossier incomplet. Alors tu n'auras aucun problème à ce qu'on vérifie. Après leur départ, la cuisine avait l'air plus petite. Maman a commencé à débarrasser alors qu'elle tenait à peine debout. Laisse, je vais le faire. Elle a gardé une assiette dans les mains. Elles ont peur.
Elles ont surtout peur de perdre quelque chose dont elles ne s'occupent jamais. Elle m'a lancé un regard triste. Ne deviens pas dur, Baptiste. Je n'ai pas répondu. Je savais seulement que quelque chose avait changé. La semaine suivante, j'ai remarqué le premier détail bizarre. J'étais passé chez maman pour chercher une ordonnance avant d'aller à la pharmacie. Elle était dans le salon, debout devant le buffet, avec un relevé bancaire à moitié plié dans la main. Dès qu'elle m'a vu, elle l'a glissé sous une pile de vieux magazines. « Tu caches tes comptes maintenant ?» ai-je demandé, en essayant de plaisanter. Elle a sursauté. « Non. C'est vieux. Ça ne te regarde pas. » Ce n'était pas la phrase qui m'a inquiété. C'était son visage. Pas coupable. Paniqué. En rangeant les papiers de la sécurité sociale, j'ai aperçu le relevé. Juste une ligne avant qu'elle ne le reprenne. Un virement ancien vers Claire. Une somme assez importante pour que je la remarque. Maman. Pas maintenant. Elle l'a dit doucement, mais avec une fermeté que je n'avais pas entendue depuis longtemps. Puis des documents ont commencé à disparaître. Rien de spectaculaire. Un courrier d'assurance que je pensais avoir mis dans le classeur administratif. Une photocopie de taxe foncière. Un intercalaire entier marqué Maison Saint-Malo qui, un mardi soir, s'est retrouvé presque vide. Élodie était passée l'après-midi, officiellement pour boire un café avec maman. Elle avait envoyé dans le groupe. Ça fait du bien de passer du temps mère-fille. Quand je lui ai demandé si elle avait vu les documents, elle a répondu. Tu tiens un inventaire de ce qu'on touche maintenant. Claire a écrit juste après. Baptiste, ce ton devient inquiétant. J'ai compris à ce moment-là qu'elle préparait quelque chose. Pas forcément quelque chose de bien construit, mais assez pour me mettre en difficulté. Elle parlait déjà de demander une mesure de protection pour maman, d'avoir un regard neutre sur la gestion. En soi, l'idée n'était pas absurde. Maman avait besoin d'être protégée. Mais pas par des gens qui ne connaissaient même pas le nom de son médecin traitant. Le soir où tout a basculé, je cherchais une ordonnance pour un renouvellement. La pharmacie avait appelé, il manquait un médicament, et il fallait vérifier la prescription. Maman dormait dans son fauteuil, la télévision allumée sur un jeu où personne n'écoutait vraiment les questions. J'ai ouvert le buffet, puis le tiroir de la cuisine, puis le placard où elle gardait les boîtes de sucre, les piles usées et des serviettes en papier de Noël. Au fond, derrière une vieille boîte de biscottes, il y avait une boîte à biscuits en métal, bleue, avec des fleurs délavées. Je la connaissais. Quand j'étais petit, elle contenait des sablés. Là, elle était lourde. Je l'ai posée sur la table et je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une pochette cartonnée, fermée avec un élastique. Sur la première page, l'écriture de maman, pour Maître Lemoine. Si je n'ose pas tout dire. Je suis resté debout plusieurs secondes, la main sur le dossier. J'avais l'impression d'être entré dans une pièce où je n'étais pas invité. Puis j'ai pensé au classeur vidé, aux accusations, à maman qui tremblait pendant le repas. J'ai ouvert. Il y avait des relevés bancaires, des copies de chèques, des emails imprimés. Des messages de Claire, d'abord professionnels, presque élégants. Maman, ce n'est qu'un passage difficile pour l'agence. Je te rembourse dès que la vente de ces sons est signée. Puis d'autres, plus pressants. Si je ne règle pas cette échéance, je risque de perdre beaucoup plus. Je n'ai personne d'autre à qui demander. Des chèques de plusieurs milliers d'euros. Des virements répétés. Certains annotés par maman au stylo, jamais remboursés, relance faite, Claire promet fin mars. Pour Élodie, c'était différent. Moins organisé, plus diffus. Des tickets de carte bancaire. Des achats dans des boutiques à Vannes, des paiements en ligne, des retraits. Des captures imprimées de messages. Maman, j'ai utilisé ta carte pour les courses des petits, je te remets ça vite. C'était urgent, ne le dis pas à Baptiste, il va encore juger. De toute façon, un jour ce sera notre héritage aussi. J'ai relu cette phrase 3 fois. Pas parce qu'elle était la pire. Parce qu'elle expliquait presque tout. Au fond de la pochette, il y avait un document plus épais, un contrat de vente en viager occupé pour la maison de Saint-Malo. L'acheteuse s'appelait Marcel Garnier. Je connaissais ce nom. C'était une ancienne voisine de là-bas, une amie de maman, une femme énergique qui nous apportait parfois des crêpes quand nous étions enfants.
La maison avait été vendue 8 mois plus tôt. Je me suis assis. Le chat est venu renifler la boîte, puis il est reparti, déçu de ne pas y trouver de biscuits. Maman s'est réveillée quelques minutes plus tard. Elle a vu la pochette ouverte devant moi. Son visage s'est vidé. Je cherchais l'ordonnance, ai-je dit. Elle a regardé la boîte, puis ses mains. Je pensais avoir mieux caché ça. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'en avais même pas la force. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Elle a mis du temps à répondre. Parce que je voulais que tu restes mon fils, pas mon garde du corps. Cette phrase m'a fait plus mal que les accusations de mes sœurs. Je me suis assis en face d'elle. Maman, elles disent que je te manipule. Elles parlent de saisir le juge. Elles fouillent tes papiers. Et toi, tu gardes tout ça dans une boîte à biscuits. Elle a baissé la tête. J'ai eu honte. De quoi? Ce n'est pas toi qui as pris cet argent. Je leur ai donné. Parfois j'ai dit oui. Parfois j'ai cédé. Parfois je n'ai pas voulu voir. Une mère fait des choses bêtes quand ses enfants disent qu'ils vont tomber. Elle parlait lentement. Pas comme une femme confuse. Comme quelqu'un qui avait répété la vérité seul, longtemps, sans réussir à la dire à voix haute. Claire disait toujours que c'était temporaire. Élodie disait qu'elle était la seule à ne jamais avoir été aidée. Et moi? Je voulais que personne ne se fâche. Alors j'ai payé. Jusqu'à ce que je ne puisse plus. J'ai touché le contrat du bout des doigts. Et Saint-Malo? Marcel savait. Pas tout, mais assez. Elle m'a proposé le viager. Pas pour faire une affaire. Pour m'aider sans me faire l'aumône. Avec le bouquet, j'ai remboursé ce que je devais à la banque et j'ai bouché les trous. La rente m'aide pour le quotidien. Claire et Élodie ne savent pas. Elle a secoué la tête. Elle croit encore que la maison les attend. Un silence lourd est tombé dans la cuisine. On entendait seulement le ronronnement du frigo et, dehors, une voiture qui passait trop vite dans la rue. Le rendez-vous chez Maître Lemoine, c'est pour ça? Oui. Et pour préparer la suite. Je ne veux pas que vous vous battiez quand je ne pourrai plus me défendre. J'ai presque ri, mais sans joie. Maman, on se bat déjà. Tu es juste la seule à faire semblant de ne pas l'entendre. Elle a essuyé ses yeux avec le bord de sa manche. Je sais. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Dans mon appartement, au-dessus de la boulangerie, l'odeur des croissants a commencé à monter avant l'aube, et pour une fois elle m'a donné la nausée. J'avais envie d'envoyer les photos des documents dans le groupe WhatsApp avec une phrase sèche. J'avais envie de répondre à chaque insinuation, de tout poser sur la table, de leur faire ressentir ne serait-ce qu'un dixième de ce qu'elles avaient mis sur mes épaules. Je ne l'ai pas fait. À 8 heures, j'ai appelé Samuel, un cousin par alliance que je voyais surtout au mariage et aux enterrements. Il était avocat en droit de la famille à Rennes. Je lui ai expliqué sans dramatiser, autant que possible. Il m'a laissé parler jusqu'au bout. Puis il a dit. Ne règle pas ça sur WhatsApp. Surtout pas. Tu fais des copies, tu gardes les originaux en sécurité, et tu demandes à ta mère ce qu'elle accepte de communiquer au notaire. Toi, tu arrêtes de te défendre moralement. Tu agis proprement. Elle parle de protection judiciaire. Ce n'est pas un gros mot. Si ta mère en a besoin, il faudra peut-être une mesure. Mais pas pilotée par des gens qui ont un intérêt financier direct et un historique compliqué. Un mandataire neutre, ça peut exister. Le mot neutre m'a soulagé plus que je ne l'aurais cru. Je ne voulais pas devenir tuteur, gestionnaire, gardien, mur porteur. Je voulais redevenir un fils. Les jours suivants, j'ai fait exactement ce que Samuel avait conseillé. J'ai scanné les documents à la clinique pendant ma pause, en tremblant un peu devant le copieur comme si j'étais en train de commettre une faute. J'ai rangé les originaux dans une enveloppe que maman a signée au dos, puis je les ai déposés chez Maître Lemoine avec son accord. Le notaire, un homme mince aux lunettes rectangulaires, n'a pas eu l'air surpris par l'existence du viager. Il connaissait évidemment le dossier. Mais quand il a vu les relevés et les messages, son expression s'est fermée. Madame votre mère m'avait parlé de tension familiale, a-t-il dit. Pas de tout cela dans ce niveau de détail. Elle veut que ce soit utilisé au rendez-vous? Il m'a regardé sérieusement. C'est à elle de l'autoriser. Et il faudra rester factuel.
Mon étude n'est pas un tribunal. Je ne cherche pas un tribunal. Je veux juste qu'elles arrêtent de raconter que j'ai volé quelque chose. Il a hoché la tête. Alors venez avec les faits, pas avec la colère. Entre-temps, Claire et Élodie multipliaient les messages. Claire, nous avons pris conseil. Il faut clarifier la situation avant toute signature. Élodie, maman ne répond pas quand je lui parle de Saint-Malo. Bizarre. Claire, Baptiste, peux-tu confirmer que tu n'as aucune procuration bancaire? Je répondais court. Non. Vu. À voir avec Maître Lemoine. Mon calme les agaçait. Je le sentais à travers l'écran. Un samedi, je suis allé à Saint-Malo voir Marcel. J'ai pris le TER depuis Rennes, parce que je n'avais pas envie de conduire avec toutes ces pensées dans la tête. Le train était plein de familles avec des poussettes, de retraités en balade, d'étudiants qui parlaient trop fort. À l'arrivée, l'air salé m'a frappé comme un souvenir mal rangé. La maison n'avait pas changé autant que je l'imaginais. Les volets avaient été repeints en gris clair. Le petit portail coinçait toujours. Marcel m'a ouvert avec un pull rouge et des cheveux blancs attachés en chignon. Baptiste. Tu as la même tête que ton père quand il était contrarié. Entre. À l'intérieur, ça sentait le café et la cire. Maman n'occupait plus la maison, contrairement à ce que permettait le viager, parce qu'elle ne pouvait plus y venir seule. Marcel n'y vivait pas encore vraiment non plus. Elle passait, aérait, entretenait. Ta mère m'a demandé de ne rien dire, a expliqué Marcel en posant 2 tasses sur la table. Je n'aimais pas ça. Mais je comprenais. Vous saviez pour mes sœurs? Je savais qu'elle avait beaucoup aidé. Je savais qu'elle s'était mise dans une situation difficile. Le reste, je l'ai deviné. Monique n'est pas une femme qui se plaint facilement. Quand elle commence une phrase par « ce n'est pas grave », généralement c'est que ça l'est. Elle m'a donné une enveloppe. À l'intérieur, il y avait une copie d'une lettre manuscrite de maman, adressée à Maître Lemoine. Marcel en avait gardé un double, à la demande de maman. Je l'ai lu dans la petite cuisine de Saint-Malo, avec le bruit lointain des voitures vers le sillon. Maman y expliquait qu'elle vendait la maison non par rejet de ses enfants, mais pour retrouver une stabilité financière et ne plus demander à Baptiste de combler les urgences. Elle précisait que je n'avais jamais été informé des demandes d'argent de Claire et d'Élodie, et qu'elle refusait que ma présence quotidienne soit transformée en soupçon. La dernière phrase était simple, j'ai trop longtemps confondu aider mes filles avec leur permettre de me mettre en difficulté. Je ne veux pas que mon fils paie pour mon silence. Je n'ai pas pleuré. Je suis resté assis, la lettre entre les mains, jusqu'à ce que le café soit froid. Le rendez-vous décisif a eu lieu un jeudi matin, dans une rue calme du centre de Rennes. La salle d'attente de Maître Lemoine était trop silencieuse, avec des magazines anciens et une plante verte qui avait l'air de survivre par politesse. Maman portait son manteau beige et tenait mon bras, non parce qu'elle ne pouvait pas marcher, mais parce qu'elle avait besoin d'un point fixe. Claire est arrivée la première, tailleur sombre, dossier cartonné sous le bras. Élodie est entrée juste après, nerveuse, les joues rouges, son téléphone serré dans la main. « Maman, ça va ?» a demandé Claire en l'embrassant. « Oui. » Élodie m'a à peine regardé. On espère que cette fois tout sera clair. Je n'ai rien répondu. Dans le bureau, Maître Lemoine nous a installés autour d'une table ovale. Il a rappelé calmement que l'objectif était de faire le point sur les dispositions prises par maman, sur son organisation future et sur les inquiétudes exprimées par chacun. Il n'a pas parlé comme un juge. Il ne nous a pas grondés. Sa neutralité rendait les choses encore plus tendues. Claire a ouvert son dossier avant même qu'il ait fini. Maître, nous souhaitons signaler une situation préoccupante. Notre frère gère de fait une grande partie du quotidien de notre mère, sans cadre clair. Nous ne remettons pas en cause son aide matérielle, mais il y a un risque d'influence. Élodie a ajouté aussitôt. On ne va pas laisser Baptiste vider la succession sous prétexte qu'il habite à côté. Maman a fermé les yeux. Moi, j'ai regardé le bord de la table. J'avais promis à Samuel de ne pas interrompre. Claire a continué, posée, presque administrative. Nous demandons que toute décision concernant la maison de Saint-Malo soit suspendue, et qu'une mesure de protection soit envisagée. Avec, bien sûr, une gestion équilibrée entre les enfants. Équilibrée, chez Claire, voulait dire, pas moi seul. Chez Élodie,
ça voulait dire, surtout pas moi. Maître Lemoine a pris quelques notes. Puis il s'est tourné vers maman. Madame Le Goff, souhaitez-vous répondre? Maman a sorti une feuille pliée de son sac. Ses mains tremblaient, mais sa voix, quand elle a parlé, était plus nette que je ne l'attendais. Oui. Je vais lire, parce que sinon je vais me perdre. Claire s'est redressée. Maman, personne ne te force à. Claire. Laisse-moi finir une fois. Le silence qui a suivi a été le premier vrai silence de la matinée. Maman a lu lentement. Elle a dit qu'elle avait demandé ce rendez-vous pour que ses décisions soient connues et encadrées. Elle a dit que je l'avais aidée pour les courses, les soins, les papiers du quotidien, mais jamais pour obtenir de l'argent ou un avantage. Elle a dit que la maison de Saint-Malo avait déjà été vendue en viager occupé à Marcel Garnier, devant Maître Lemoine, 8 mois auparavant. Élodie a lâché. Quoi? Claire, elle, n'a rien dit. Son visage avait perdu sa couleur. Maman a continué. J'ai pris cette décision pour régler des difficultés financières que j'aurais dû nommer plus tôt. Ces difficultés viennent en partie de sommes prêtées ou utilisées par mes filles Claire et Élodie, sans remboursement complet à ce jour. Élodie a repoussé sa chaise. Non mais c'est n'importe quoi. Tu ne peux pas dire ça comme ça. Maître Lemoine est intervenu calmement. Madame, laissez votre mère terminer. Maman a posé la feuille. Elle n'a pas pu lire la suite. Alors le notaire, avec son accord, a ouvert le dossier préparé. Il n'a pas étalé les papiers comme dans une scène de film. Il les a présentés un par un, sobrement, copies de chèques, relevés de virements, courriers, messages imprimés, tableaux des sommes reconnues ou annotées par maman. Claire a tenté de garder le contrôle. Ces sommes étaient des prêts familiaux. Il n'a jamais été question de les rembourser, ai-je demandé. C'était la première phrase que je prononçais depuis le début. Elle m'a fusillé du regard. Ne déforme pas. Mon entreprise traversait une période très difficile. Maman voulait m'aider. Elle voulait t'aider. D'accord. Pourquoi tu ne l'as pas dit quand tu m'accusais de vider la succession? Claire a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Élodie, elle, est partie dans tous les sens. Et moi, on parle de quoi? De courses? De 3 paiements? Maman m'a toujours aidé moins que vous. Baptiste a eu papa pour lui tout seul à la fin, Claire a eu ses études, et moi. Maître Lemoine a posé une feuille devant elle. Il ne s'agit pas de 3 paiements. Il y a plusieurs utilisations de la carte bancaire de votre mère sur une période longue, ainsi que des retraits contestables. Votre mère indique ne pas avoir compris l'ampleur sur le moment. Élodie est devenue rouge. Elle m'avait donné le code. Maman a levé les yeux vers elle. Pour acheter mes médicaments quand tu passais. Pas pour autre chose. Cette phrase a eu plus d'effet que tous les documents. Élodie a regardé maman, et pour une seconde son visage n'a plus été celui d'une personne qui attaque, mais celui d'une enfant prise la main dans un mensonge trop ancien. Claire a essayé une dernière fois. Maître, je trouve très problématique que Baptiste ait constitué ce dossier dans notre dos. Je me suis tourné vers elle. Le dossier était à maman. Les documents sont à maman. Et c'est maman qui a autorisé Maître Lemoine à les utiliser. Moi, j'ai arrêté de répondre à vos accusations pour faire les choses correctement. C'est tout. Ma voix ne tremblait pas. Je l'ai remarqué avec surprise. Maître Lemoine a repris la main. Il a expliqué que la vente en viager était régulière, que maman avait été reçue seule, que sa capacité à consentir avait été vérifiée, et qu'aucun élément ne permettait de dire que j'avais influencé cette décision. Il a ajouté que, compte tenu des tensions et des intérêts contradictoires, si une mesure de protection devait être demandée, il recommanderait de privilégier un tiers neutre plutôt qu'un enfant. Claire fixait son dossier cartonné comme s'il s'était retourné contre elle. Élodie pleurait en silence, mais je ne savais pas si c'était de honte, de colère ou de peur des conséquences. La suite n'a pas été spectaculaire. Il n'y a pas eu de grande scène, pas de porte claquée, pas de phrase parfaite. Juste des rendez-vous, des courriers, des signatures. Claire a fini par reconnaître une partie importante de sa dette envers maman et a accepté un échéancier formalisé. Elle n'a pas aimé le mot dette. Elle préférait l'aide familiale à régulariser. Mais sur le papier, les montants existaient enfin.
Élodie a dû s'expliquer sur l'usage de la carte bancaire. Maman n'a pas voulu déposer plainte. Je ne l'ai pas poussé. En revanche, Maître Lemoine et Samuel ont insisté pour que tout soit écrit, reconnu, et que l'accès aux moyens de paiement de maman soit strictement encadré. Élodie a remboursé une partie rapidement, aidée par son compagnon, puis un échéancier a été mis en place pour le reste. Pour la protection de maman, nous avons fait les choses proprement. Le médecin traitant a rédigé un certificat, un dossier a été préparé, et un mandataire extérieur a été désigné pour les aspects administratifs et financiers les plus sensibles. Claire a protesté. Donc on confie maman à une inconnue? J'ai répondu. Non. On évite de la confier à nos conflits. Elle n'a rien trouvé à dire. Je n'ai pas coupé les ponts avec mes sœurs. Ce serait plus simple à raconter, peut-être, mais ce ne serait pas vrai. On se voit peu. Les messages dans le groupe maman sont devenus factuels. Claire écrit des phrases polies, trop polies. Élodie envoie parfois des photos des enfants à maman, sans commentaire. Je ne réponds plus au pic. Je ne justifie plus chaque décision. Quand elles veulent une information, je les renvoie vers le mandataire ou vers le médecin si c'est médical. Au début, elles ont appelé ça de la froideur. Moi, j'appelle ça une limite. Maman a quitté le pavillon de Chantepie au printemps. Pas pour un EHPAD sombre comme elle l'imaginait avec angoisse, mais pour une résidence autonomie près de Rennes, avec un petit studio lumineux, une kitchenette, des activités auxquelles elle jure ne jamais vouloir participer avant d'y aller quand même. Le vieux chat a été accepté après négociation, carnet de vaccination à l'appui, et il a rapidement choisi le fauteuil le plus ensoleillé comme territoire officiel. La maison de Chantepie a été vendue sans drame inutile. J'ai vidé les placards avec maman, pièce par pièce. On a jeté des piles de papier dépassés, donné des casseroles, gardé quelques photos. Dans le buffet de la cuisine, j'ai retrouvé la boîte à biscuits bleus. Elle était vide. Tu peux la jeter, a dit maman. Je l'ai prise dans mes mains. Elle ne pesait presque rien. Non. Je vais la garder. Elle m'a regardé avec inquiétude. Comme une preuve. Non. Comme un rappel. Je l'ai posée plus tard sur une étagère de mon appartement, au-dessus des livres que je n'avais jamais le temps de lire. La boulangerie me réveille toujours trop tôt. Mes horaires à la clinique changent encore. Je passe voir maman 2 ou 3 fois par semaine, pas tous les soirs. Parfois, je prends juste un café avec elle dans le salon de la résidence, pendant que le chat ignore les autres résidents avec une dignité remarquable. Un jeudi, elle m'a dit « Tu as l'air moins fatigué. » J'ai regardé par la fenêtre le tramway passer au bout de la rue. Je crois que je dors mieux. Elle a hoché la tête. Tant mieux. Il n'y avait pas besoin d'en dire plus. Mes sœurs sont revenues pour un héritage qui n'existait déjà plus comme elles l'imaginaient. Elles sont reparties avec des échéanciers, des silences gênés, et l'obligation de regarder maman autrement que comme une signature au bas d'un chèque. Moi, je n'ai rien gagné au sens où elle l'entendait. Pas de maison de Saint-Malo, pas de victoire éclatante, pas de famille miraculeusement réparée. Mais j'ai récupéré mes soirées, mes samedis matins, et le droit de ne plus être le seul adulte dans une famille qui m'avait longtemps laissé porter les clés, les ordonnances, les factures et les reproches. Ça, personne ne pouvait me le contester chez le notaire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.